Voilà, donc pour rappel, ce jeudi, le jeudi 21 novembre, le Parlement a accueilli dans un jeudi de l'hémicycle sur les pratiques du cyberharcèlement une séance spéciale et durant les mois de juin et de juillet 2020, nous avons eu l'occasion d'entendre plusieurs institutions et associations sur ce sujet. Un groupe de travail en date du 14 octobre été créé pour statuer sur une série de demandes apportées aux différents gouvernements. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour examiner les recommandations que les différents groupes politiques nous ont adressées. Et donc, peut-être qu'on peut commencer par une présentation des recommandations. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Oui, une motion d'ordre, Madame la Présidente. Oui, oui. J'ai entendu parler d'un incident, c'est-à-dire l'exposé de nos travaux dans une autre instance. Je souhaiterais avoir quand même, avant qu'on démarre, quelques éclaircissements et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous remercie. Oui, oui. Donc, merci beaucoup, Monsieur Mossim, pour le rappel de cette question. Donc, moi, j'ai appris incidemment ce mercredi matin dans une réunion qui avait un autre ordre du jour, c'est-à-dire où j'avais été invitée avec d'autres présidentes des comités d'avis ou des commissions d'avis par la présidente du comité d'avis de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que le rapport que nous n'avions pas adopté de nos travaux ici sur le cyberharcèlement allait être présenté au comité d'avis du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par une des rapporteuses, Madame Agic. Et donc, j'ai exprimé à ce moment-là à la fois ma surprise et quand même un petit peu, comment dire, j'ai exprimé au nom de notre commission, de notre comité dont je suis présidente, le fait que ce genre de choses, en général, se faisait quand le rapport était approuvé, deux, en informant évidemment le comité ou à tout le moins la présidence pour ne pas être pris par surprise. Donc voilà, j'ai regretté cette situation. Je pense que les relations entre les parlements, c'est des choses formelles et nous sommes tenus quand même à une certaine forme d'organisation de nos travaux et de respect de tous les membres de notre comité d'avis qui n'ont pas été informés de la situation. Mais je ne sais pas, peut-être s'il y a d'autres personnes qui souhaitent. Moi, je vous fais état de ma connaissance de la question aujourd'hui. Alors, je veux bien intervenir, d'autres personnes ne le font pas. Sinon, je le fais en dernier, c'est plus simple, je pense. Je ne sais pas si d'autres intervenir. Non, moi, je préférerais surtout avoir un retour de vous, Madame Agic, pour savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, mais je veux dire, je ne vais pas réintervenir à chaque fois. Donc, je demandais juste si d'autres collègues souhaitaient intervenir avant moi. Mais donc, pour... Vous avez la parole, vous entendez Madame très mal. Agic. Ah oui. D'accord. Mais tout simplement, voilà, pour retracer, désolée, ce qui s'est passé, c'est que donc, effectivement, j'ai eu une demande de la secrétaire du comité d'avis de la Fédération Wallonie-Bruxelles de venir non pas présenter donc l'ensemble de notre rapport, qui évidemment n'existait pas vu que nous n'avons pas clôturé nos travaux, mais de leur apporter ce qu'on avait reçu comme exposé des différentes personnes qu'on a auditionnées, pour qu'ils ne fassent pas tout ce travail d'audition et donc ne perdent pas de temps et d'énergie de leur côté et du côté de ces institutions-là dans leur travail également sur les cyberviolences. Et donc voilà, après j'entends bien que le souhait d'informer le comité d'avis, et si jamais ça se reproduit au cours de la législature, je le ferai. Je m'excuse d'avoir pu heurter les membres de ce comité d'avis, mais il n'y avait aucune volonté de nuire à nos travaux, ni de porter un quelconque jugement politique. Hein. J'ai vraiment juste rapporté les propos des personnes qu'on a auditionnées
Et voilà, après, je pense que la présidente du comité d'avis international à Bruxelles a émis le souhait qu'il y ait beaucoup plus de connexions dans nos différents travaux. Et là, j'imagine que la présidente de notre comité d'avis effectuera ce travail-là pour l'avenir. Et je pense que ce sera enrichissant pour l'ensemble des comités, des commissions qui traitent de notre sujet, donc de l'égalité femmes-hommes. Voilà. Oui, merci beaucoup, Madame Magic. Donc, je tiens quand même à rappeler, comme le fait savoir notre secrétaire de commission, que tant que le rapport n'est pas approuvé, le document doit rester confidentiel et ne peut être diffusé au sein d'autres institutions. Donc, je pense que c'est un principe de fonctionnement des parlements. Et par ailleurs, j'entends bien que vous reconnaissez qu'il y a eu sans doute une incompréhension. Et effectivement, et on peut en parler maintenant, je comptais l'aborder dans les divers. La réunion à laquelle j'avais été conviée comme présidente de notre comité visait justement à avoir des échanges plus important entre les différents comités d'avis des différents parlements de notre pays, et ils sont nombreux, et je me réjouissais, moi, d'avoir un travail, notamment avec le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui me semblait vraiment un lien très important avec le Parlement francophone bruxellois. Donc, je trouve que c'est une belle initiative et je voulais vous en parler. On avait demandé à pouvoir disposer du PV de notre rencontre. Nous ne l'avons pas encore eu, mais comme ça, vous êtes bien informés qu'il y a des travaux qui vont commencer et que l'idée, c'est vraiment d'échanger et de ne pas doubler les travaux qui se fait d'un côté ou de l'autre, mais de l'enrichir avec les expériences, les compétences de chacun des comités d'avis dans les différents parlements. Donc voilà, je prends bonne note de ce que Madame Magic nous a dit, mais je rappelle quand même que, en principe, les informations contenues dans le rapport étaient confidentielles et qu'à l'avenir, il faut qu'on respecte cette mode de fonctionnement parce que je pense que c'est quelque chose de correct vis-à-vis de notre Parlement bruxellois francophone. Voilà. Ah oui, excusez-moi, Monsieur Mossim, j'étais sur le chat. Voilà. Non, et non, je vous en pas vu prie, votre Madame la main Présidente. levée. Bon, Donc, vous avez la je parole. vais essayer de... Donc, je n'ai pas été blessé, bloqué ou quoi que ce soit. Moi, ce que je demande, c'est que le travail collectif ne soit pas instrumentalisé de manière individuelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il n'existait pas de rapport, et donc je trouve qu'il ne s'agit plus. Ça pose un vrai problème. Je ne sais pas ce que vous êtes allé dire devant ce Parlement, devant cette commission, devant ce comité. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et dès lors que je n'ai pas voté un rapport, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas aller le présenter ailleurs. Une fois qu'il est voté, faites ce que vous voulez avec. Mais tant qu'il n'est pas voté, ne le faites pas. Vous nous engagez tous ensemble, vous n'avez pas à nous engager. Et donc, moi, je le dis, c'est la deuxième fois que nous soulevons ce problème sur le fait que nous faisons un travail collectif ensemble, que nous consacrons des temps, et certains membres du comité, à un moment ou à un autre, posent des textes ou prennent des initiatives. Ça avait déjà été rappelé une première fois. Ça l'est une deuxième fois. Je veux dire, la confiance au rapporteur, c'est une vraie confiance. On ne la gagne pas comme ça. Et dès lors, moi, je dis en tout cas, en mon nom en tout cas, que cet événement ne doit plus se reproduire. Je souhaite vraiment que ce soit mis dans nos échanges et peut-être un courrier, parce que je sais que c'est quand même aussi des principes de, j'allais presque dire, de savoir-vivre, quoi. On doit un peu se respecter les uns les autres et pas instrumentaliser le travail des gens. Voilà. Et donc, je veux marquer le fait que j'espère que ça ne se reproduira plus. Et je vous remercie, Madame la Présidente, pour l'initiative qui consiste à essayer de créer avec les autres présidents de comité un réseau. C'est vrai que ça nous permettra sans doute d'alimenter aussi notre comité par des réflexions, mais par des canaux clairement définis. Et je crois que c'est important que ces canaux soient clairement définis. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Je pense qu'on a pris acte des points de vue de chacun, qu'on a fait un rappel
au règlement et que les choses, je pense, sont entendues. Et donc, ça permet de clore l'incident. Et je propose alors de passer à la partie qui concerne la présentation des recommandations de chacun des groupes, en sachant bien que nos travaux aujourd'hui porteront vraiment sur la présentation, peut-être un échange, mais que nous n'allons pas aujourd'hui adopter ces recommandations finales de oui. Excusez-moi, Madame la Présidente, je suis désolée, j'ai eu, je crois, 4 ou 5 minutes de retard et vous aviez déjà commencé. Je pense que Laïla Agik a déjà pris la parole. Mais si j'ai bien compris, je ne vais pas parler de la sortie dans la presse avec la proposition de résolution qui n'est pas loin de celle que j'ai déposée en région bruxelloise. Je ne vais pas non plus aborder la question et l'accord et de la manière dont on m'a tapé sur les doigts quand je suis venue avec cette sortie de proposition de résolution en PFB en me disant faut vraiment respecter. Donc moi je suis dans la même lignée que dit M. Moussine et j'ai dit mea culpa, je ne le savais pas. Donc à la rigueur je mets de côté, je ne suis plus jamais sortie sur cette question-là alors que j'avais déjà déposé le texte au Parlement bruxellois et je ne l'ai pas fait par correction du travail que nous sommes en train de faire ici. Et que maintenant je m'aperçois que dans la presse, c'est presque un copier-coller de ce qui est fait, qui est annoncé et proposé comme étant un projet de la majorité. Je vous avoue que voilà, et c'est un peu frustrant. Moi, je suis une jeune parlementaire. Moi, des pratiques comme ça, je ne les connais pas. Vous me donnez une parole, on s'arrange sur une parole, on continue à travailler. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et peu importe, c'est ce qui faisait notre spécificité, que ce soit le comité d'avis ou la commission égalité des chances, c'est le fait qu'on se trouvait, à la différence des autres commissions, quand même d'accord sur pas mal de valeurs et d'accord sur des combats communs. Et que tant mieux que quelqu'un vienne avec une proposition, eh ben on s'y rajoute, on applaudit ce collègue-là et on y va. Il y a tellement d'autres sujets sur lesquels on pouvait s'entendre que voilà, bon, mais ce n'est pas grave, ça doit faire partie peut-être des utopies qui tombent des jeunes parlementaires. Mais ce que vous parlez des rapports, vous dites qu'il y a un rapport, j'ai pas très bien compris la question du rapport, parce que pour moi, le rapport, il doit être, les conclusions du rapport, on doit les faire aujourd'hui, et je ne comprends pas ce qui va être présenté dans une autre instance. Non, mais je pense que je m'excuse, vous avez raté le début. Oui, je suis désolée. De notre comité. Je ne vais pas revenir sur le sujet parce qu'on a déjà échangé, mais il y a eu un incident concernant la présentation du projet de rapport au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons dit à Madame Agik que ce n'était pas tout à fait, que ce n'était pas conforme au règlement et ce n'était pas possible. Elle a reconnu qu'il y avait eu là de sa part quelque chose voilà, elle regrettait. Et donc, nous allons passer au-delà de ce premier point qui était un point d'ordre sur ce qui est arrivé la semaine passée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, notre comité a à l'ordre du jour la discussion sur les recommandations des 4 groupes politiques qui l'ont déposé. Donc, il y a le PS, Écolo, MR et DECI. Je sais qu'il y a votre proposition de résolution qui a été déposée avec Madame Teitelbaum en septembre 2020 et qui, en principe, était agendée à la Commission des affaires générales et résiduaires en attendant l'issue de nos travaux. Et donc, moi, voilà, je pense qu'on peut en discuter aussi aujourd'hui sur la question des recommandations de votre groupe politique, mais l'état de la question, c'est celle que je vous résume. On n'entend plus ou c'est juste moi? Ah, je ne sais pas, est-ce qu'on ne m'a pas entendu? Oui, ça a coupé, juste la dernière. Je disais que j'avais fait un résumé de l'état de la question et des travaux de notre comité d'avis d'aujourd'hui. Donc, nous avons reçu les recommandations du PS, du MR,
de défis et d'écolo, nous n'avons pas des recommandations du CDH, mais aujourd'hui, le débat, c'est justement pour un peu pouvoir présenter ce que chaque groupe entend proposer comme recommandation suite à l'ensemble des auditions. J'ai rappelé en début de séance ce qu'il en était. Voilà, et donc je voudrais voir si, si le PS, Écolo et Maire et Défi présenteront leurs recommandations ici. Je vous donne la parole. Qui veut intervenir sur cette question? Personne. C'est dans l'ordre? Non, Le groupe écolo, c'est Madame Deré. Oui, alors le PS, Madame Magic, allez-y. Est-ce que donc je vais directement aller aux recommandations? Donc on vous a envoyé un peu aussi une partie sur attendez que je retrouve mon document, hein. Sur les constats, sur ce qu'on a pu retirer des auditions, etc. Je pense que ce sera intéressant de l'inclure aussi dans le texte, mais je pense que ça, je vous fais confiance pour la constitution de cette partie-là. Mais donc, je vais directement aller aux recommandations de mon groupe. Donc, on a divisé ces recommandations par rapport donc aux différents niveaux de pouvoir auxquels on s'adresse. Ah, super, c'est envoyé. Alors donc, d'abord, évidemment, à la commission communautaire française, qui me semble tout à fait normale, à laquelle on demande de mener d'abord une... Ça va parce que j'entends des bruits, je ne sais pas si... Donc, à qui on demande de mener une réflexion qui mobilise les organisations de jeunesse et de lancer un appel à projets visant à développer des actions de sensibilisation sur ce sujet vers les publics à l'image de Safer Internet Day ou la campagne Que de bonnes ondes. On demanderait évidemment, je parle au conditionnel, de plaider pour mettre sur pied des procédures plus efficaces de suivi en cas de signalement sur les réseaux sociaux et de rendre plus accessible pour les victimes le droit à l'oubli. De soutenir et de développer l'offre de services en santé mentale ambulatoire dans les centres de planning familial. Leur accessibilité serait ainsi augmentée et serait donc essentielle afin de traiter l'impact potentiel des cyberviolences sur la santé physique et mentale des cibles, que sont par exemple la honte, la perte de l'estime de soi, le sentiment de culpabilité ou encore les troubles alimentaires. Alors aussi le fait de renforcer les mécanismes de prévention de ces violences, notamment en généralisant les VRAS dans l'ensemble des établissements scolaires relevant de la COCOF. Et enfin, de développer un module spécifique de cyberviolence au sein justement de l'EVRAS. Alors ensuite, au niveau du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, on leur demanderait de mettre tout en œuvre pour mieux appréhender l'ampleur du phénomène afin de lutter plus efficacement contre les cyberviolences, notamment en soutenant les méthodes de récolte de données. On sait que pendant les auditions, on nous a dit qu'on ne respectait à ce niveau-là pas différents points de la Convention d'Istanbul. Évidemment, de demander la réalisation d'une étude dans la même lignée sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans l'environnement numérique et l'utilisation de dispositifs légaux existants pour lutter contre ces violences. Ensuite, de développer des campagnes de sensibilisation et d'information à destination des victimes potentielles ou avérées, mais aussi des témoins, des victimes, des auteurs et des potentiels auteurs. Ces campagnes devraient pouvoir se décliner sur différentes formes de cyberviolence. Ensuite, de soutenir le développement des mécanismes efficaces et actions menées par les associations en lien avec la prise en charge des victimes de violences dans l'environnement numérique, de rendre plus visible et de mettre en place des services d'aide et d'accueil disponibles qui peuvent être mobilisés par les victimes de cyberviolence, de sensibiliser évidemment les zones de police, de développer un module spécifique aux cyberviolences dans la formation à destination des policiers et policières et des services d'aide aux victimes via BPS et étudier la possibilité d'avoir un référent dans les différentes zones de police sur cette question, d'inclure la formation cyberviolence dans la formation du ou de la référente plainte dans les commissariats, de mettre en place
des incidents destinés aux policiers souhaitant suivre des formations sur les cyberviolences, de plaider au sein de la conférence ministérielle, évidemment, pour la mise en place de vraies orientations et réflexions globales, inclusives et concrètes sur la cyberviolence, et enfin de prendre en compte les répercussions possibles en termes de cyberviolence des outils numériques développés par la région, que ce soit pour des utilisations internes aux administrations que pour les outils à destination des citoyens. Ensuite, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, on leur demanderait de créer et de financer des campagnes d'information et de sensibilisation par rapport aux cyberviolences, évidemment au sein des écoles de la communauté française, mais aussi de travailler à la création d'une application permettant aux élèves de l'école de la communauté française de signaler le cas de cyberviolence dont ils seraient victimes. Donc évidemment, dans la lignée de l'application qui nous a été présentée, mais donc de ne plus en faire qu'un projet pilote, mais bien de généraliser ces outils qui nous a semblé très efficaces. Enfin, pour le gouvernement fédéral, de faire exister pleinement une application concrète, efficace au niveau excusez-moi, je vais relire ça. Donc, une application concrète, efficace des dispositions législatives permettant de lutter contre les cyberviolences, notamment derrière la loi sur le revenge porn, de renforcer le financement des associations de terrain luttant contre les cyberviolences, de plaider au sein de la conférence ministérielle de nouveau pour la mise en place de vraies orientations et réflexions globales, inclusives et concrètes sur les cyberviolences, de soutenir la mise en place de guichets physiques pluridisciplinaires, de soutenir la mise en place d'une application ainsi que d'un guichet virtuel destiné aux victimes de cyberviolences, de rendre plus visibles les services d'aide et d'accueil disponibles que peuvent mobiliser les victimes de cyberviolence, et enfin de prévoir une plus grande collaboration entre les différents niveaux de pouvoir quant au harcèlement sexiste en ligne, notamment via la mise en place de plateformes communes dans le but d'obtenir une formation, information et coordination des acteurs de proximité, les centres d'accueil, la police, la justice, les psychologues, les assistants et assistantes sociaux, les centres PMS, etc. Voilà, Madame la Présidente, pour ce que l'on vous a envoyé de notre côté. Je dois travailler avec mon smartphone et c'est très compliqué. Je vous prie de m'excuser d'ailleurs. Alors, merci beaucoup, Madame Magic. Maintenant, c'est au MR de présenter ses recommandations. Merci, Madame. Vous avez la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Je présenterai pour Madame Aïd Bala et moi-même au nom de mon groupe. Je voudrais juste, j'ai pas demandé la parole spécifiquement pour ça là tout de suite, mais avant de parler des recommandations, je voulais quand même me joindre aux remarques qui ont été faites par mes collègues, parce que je vous avoue aussi avoir été un peu choquée de la manière dont les communications se sont faites sur les propositions par rapport au cyberharcèlement. C'est vrai que Madame Lefranc, il y avait eu une mauvaise communication avec Madame Lefranc où moi j'avais co-signé parce que, et je pensais en tout cas que ça aurait été ouvert à co-signature de la majorité avant que ce soit pris en compte et qu'on puisse en parler dans le cadre des recommandations. Madame Lefranc a fait son mea culpa, ça a été réglé aussi au bureau élargi de la COCOF. Et donc maintenant, voilà, on se retrouve avec effectivement des textes sans aucun respect pour la primauté du travail, sans aucune communication par rapport aux collègues, par rapport à ça. Franchement, je ne sais pas, mais c'est pas comme ça qu'on avait l'habitude de travailler sur ces thématiques. Et je voulais juste exprimer que je regrette amèrement que ça se passe comme ça. Voilà. Alors, concernant les propositions de recommandations du groupe MR, nous en avons aussi fait, bien entendu, aux différents niveaux de pouvoir. Donc, au niveau de la COCOF, on commence par demander de renforcer les moyens et les outils de prévention, de sensibilisation, de lutte contre les discours de haine en ligne, donc le cyberharcèlement, avec une attention particulière aux filles de manière générale, mais également aux personnes issues de la communauté LGBTQIA+, et aux élèves dès leur plus jeune âge, de faire connaître et de renforcer les moyens de lutte contre le cybercontrôle au sein du couple, y compris par le biais de campagnes spécifiques, d'inclure systématiquement les violences dans les environnements
numériques dans les campagnes et outils de formation relatifs à la lutte contre les violences faites aux femmes, de renforcer la communication des outils qui permettent de comprendre les mécanismes de fonctionnement du cyberharcèlement et qui informent des lois et des droits à ce sujet pour inverser ce sentiment de culpabilité que les victimes acquièrent et afin qu'elles ne se sentent plus responsables de leur situation, de mettre en place une structure de soutien qui serait spécialisée en matière de cyberharcèlement, de mettre en place des espaces pour travailler le renforcement de la confiance en soi et le développement d'outils comme des jeux de rôle ou des mises en situation pour pouvoir répondre à ce cyberharcèlement. Développer la création d'outils verbaux, physiques, permettant de désamorcer les situations critiques et que les victimes puissent se protéger. Créer davantage d'outils à destination des parents aussi suite au développement technologique, puisque leurs enfants ont accès à ces espaces numériques de plus en plus tôt. Créer et promouvoir en collaboration avec le gouvernement fédéral et les régions une plateforme unique accessible à toutes et tous pour que les citoyennes et les citoyens puissent y trouver les réponses relatives à la lutte contre le cyberharcèlement. S'assurer que l'application CyberHelp, dont l'objectif est d'apporter donc une éducation en matière de cyberharcèlement au sein des écoles, soit disponible dans toutes les écoles bruxelloises. Cet outil à disposition des élèves permet donc de signaler les contenus humiliants, moqueurs ou liés au harcèlement. Promouvoir l'application CyberHelp auprès du plus grand nombre possible. Alors, en collaboration avec BBS, retravailler l'application afin qu'elle soit utilisable par différents publics en plus de la jeunesse, développer des formations en entreprise sur la question du cyberharcèlement. Alors, au-delà de la sensibilisation, travailler à la prévention qui inclut le changement de comportement, hein. Travailler davantage sur l'intervention des témoins pour aider à identifier les situations de violence et de cyberharcèlement, pour lutter contre la banalisation en fait et savoir comment intervenir de manière efficace parce que très souvent les témoins disent ne pas savoir comment réagir. Renforcer les mécanismes de prévention de ces violences, notamment en généralisant les phrases. Il y a des choses qui se recoupent forcément avec les autres groupes politiques dans l'ensemble des établissements scolaires et en adaptant à la dimension relative aux nouvelles technologies. Encore toujours au sein de l'EVRAS, généraliser le système des drapeaux hein, dont on nous a parlé, qui permet d'évaluer les comportements sexuels des enfants, des jeunes enfants ou envers les enfants, et de leur expliquer quels comportements font partie d'un développement sexuel adéquat, je dirais peut-être plutôt que normal, et quels comportements dépassent la limite, dans quelle mesure. Donc voilà, c'est l'apprentissage des limites. Soutenir le développement des mécanismes efficaces et des actions menées en lien avec la prise en charge des victimes de violences dans les environnements numériques, augmenter les financements pour les formations, puisqu'on sait que ça reste totalement insuffisant, appliquer le dispositif visant à encourager le lancement d'une campagne de sensibilisation, de formation et d'un financement du secteur associatif et la création d'une application dans le cadre de la lutte contre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel. Vous aurez compris que là, je fais référence à la proposition de résolution que j'espère toujours sera co-signée par l'ensemble des collègues et que ça puisse passer ensemble. Et s'il y a des modifications, comme on l'avait dit, comme ma collègue Madame Lefranc, mais elle y reviendra sûrement, l'avait dit, on était évidemment tout à fait ouvert à modifier ça. Alors, au gouvernement de la région bruxelloise, s'assurer que la lutte contre le cyberharcèlement reste une priorité du prochain PGSP, assurer une formation adéquate des zones de police de l'application CyberHelp pour renforcer l'alliance entre BPS, les zones de police et le monde associatif, afin de sensibiliser les élèves et les jeunes à l'installation, à la détection, à la propagation des mécanismes de harcèlement et de discours de haine, leurs conséquences psychologiques et judiciaires. Récolter des statistiques genrées afin de lutter plus efficacement contre les violences faites aux femmes dans l'environnement numérique, même si on sait que c'est à majorité des femmes et des filles qui en sont victimes. Faire connaître et renforcer les moyens de lutte contre le cybercontrôle au sein du couple, y compris par le biais de campagnes spécifiques. Inclure systématiquement les violences dans les environnements numériques, dans les campagnes contre les violences faites aux femmes. Tout mettre en œuvre pour annihiler le sentiment d'insécurité, que ce soit dans l'espace public ou numérique, pour réduire ces comportements d'évitement qu'ont les femmes de la même manière, en fait, dans l'espace numérique que public. Travailler à l'exemplarité des pouvoirs publics, puisqu'on l'a vu par le passé, certaines campagnes d'organismes publics
incorporait des stéréotypes et ça a mené à du bashing sur les réseaux. Et donc, voilà, c'est important de le rappeler. Des recommandations également au gouvernement fédéral. Opérer un travail auprès de la police, sensibiliser les agentes et agents sur la gravité du cyberharcèlement, inclure les formations policières sur les violences victimes aux femmes et y inclure un module cyberharcèlement, renforcer, développer les formations dans le cadre de la circulaire dans le Col 13, donc, qui pour l'instant se résume à une seule journée de séance d'information. Évaluer, adapter la loi sexisme, puisque on sait que les discriminations, enfin les insultes dans l'espace numérique sont incorporées dans la loi sexisme, mais que les conditions d'application sont trop strictes et notamment la difficulté d'obtenir des preuves ne permettent pas d'atteindre l'objectif qui était préalablement fixé par le législateur. Créer, promouvoir en collaboration avec les communautés et régions une plateforme unique, donc comme on l'avait dit à l'autre niveau de pouvoir, récolter les statistiques officielles comme le demande l'article 11 de la Convention d'Istanbul, pour comprendre les différentes formes de cyberharcèlement, ainsi que le traitement des plaintes. Renforcer la communication sur la nécessité de porter plainte, puisqu'on sait qu'il y a différents freins qui empêchent et que seule une femme sur 10 porte plainte pour violence. Et donc, voilà, de la même manière, concernant le cyberharcèlement, souvent elles ne connaissent pas leurs droits ou n'osent pas effectuer les démarches par peur de représailles. Mieux protéger les cibles et mieux communiquer sur leurs droits, sanctionner les harceleurs et informer la loi, c'est aussi dans les 4 P de la Convention, et également mieux coordonner et financer les politiques qui touchent aux droits des femmes et en particulier aux violences faites aux femmes, conformément aux 4 P de la Convention également. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, inclure une formation spécifique via le cours de citoyenneté, relative à cette thématique, traitant notamment du droit à l'image, du partage d'images et des conséquences de l'exposition sur Internet. Mettre en place une collaboration avec la COCOF, une campagne de communication, de sensibilisation pour faire connaître l'existence, le contenu, les répercussions de la nouvelle loi visant à combattre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel et ses sanctions. Et enfin, sensibiliser les élèves à la diffusion non consensuelle et à caractère sexuel ou le revenge porn, et à la nouvelle loi entrée en vigueur le 1er juillet 2020 sanctionnant cette pratique. Voilà, Madame la Présidente. Pour Madame Teitelbaum, donc vous signaliez qu'il y a des choses qui se recoupent évidemment et c'est heureux. Je pense que c'est un peu l'objectif de nos travaux également. Voilà, pour le groupe écolo, Monsieur Mossim. J'ai vu ma main, Madame la Présidente. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Je crois que vous Voilà, avec votre téléphone. je ne vous vois pas. Désolée. Vous êtes toutes pardonnées. Voilà, Madame Deré, maintenant je vous ai retrouvée. Voilà. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il y a quelque chose qui a échappé à ma vigilance et à celle de mon groupe. C'est que nous avions compris qu'on se cantonnait aux compétences de la COCOF, en fait. Alors, je sais que comme je ne suis pas en plus effective dans cette commission, je n'ai pas toujours 100% de l'information. Mais enfin, ça explique pourquoi nous avons rendu des recommandations, surtout voilà, pour ce niveau de pouvoir. Et en fait, il me serait même très difficile intellectuellement de pouvoir avancer des recommandations, notamment pour la Fédération du Bruxelles, où un travail d'audition est en cours et où on a choisi notamment de se pencher sur les leviers de la Fédé, à savoir éducation, jeunesse, le monde des médias. Et donc voilà, je ne sais pas si, vous me répondrez sans doute après, Madame la Présidente. Allez-y, de toute manière, on a les recommandations des autres. Je pense que c'est assez traditionnel qu'on puisse s'adresser à différents niveaux de pouvoir, si on le souhaite. Vous les mettez à un point, c'est tout à fait compatible, si j'ose dire, avec le reste de nos travaux, je pense.
Ok, très bien. Mais donc, je reprends vite nos quelques points, du coup, ça ira rapidement. Donc, c'est la demande notamment de travailler au niveau de BPS à des statistiques genrées. C'est le financement des associations, des projets qui travaillent évidemment sur la question du cyberharcèlement avec un accent sur la jeunesse, comme ça a été rappelé par une des intervenantes lors des auditions. C'est le fait d'avoir des appels à projets, idéalement par public cible, parce qu'on a vu à quel point c'était important de distinguer évidemment les publics cibles et les formes finalement de cyberviolence dont ces cibles sont victimes. C'est le fait d'inclure des éléments de sensibilisation au cyberharcèlement de manière transversale dans les cursus scolaires, mais aussi dans les VRAS et les cours de CPC. C'est la mise en place d'une campagne, de campagnes même de sensibilisation en travaillant par public cible, j'ai déjà expliqué pourquoi. C'est la création d'une plateforme d'information sur le cyberharcèlement avec un volet de prévention, plus un volet d'accompagnement avec un espace éventuellement de partage, de coopération, d'échange entre cibles de ce type de violence, avec une demande forte de coordination évidemment avec les autres niveaux de pouvoir pour ne pas avoir chaque petite entité qui fait son travail dans son coin. C'est l'importance aussi du levier police en région, en ce qui concerne notamment la prévention, la poursuite et le soutien, avec une demande à nouveau de coordination forte. Je crois qu'on aurait pu le mettre à chaque point. C'est la mise en place de CyberRel qui a donc été quelque peu ralentie par la crise. Et donc, quelques intervenantes nous ont dit à quel point c'était important que cet outil puisse voir son processus de développement continuer. C'est le fait d'inclure des représentants aussi des associatifs dans l'observatoire de BPS sur ces questions. Et enfin, ça c'est plus transversal, mais d'adopter une approche intersectionnelle dans toutes les demandes que nous avons mentionnées. Voilà, c'est tout pour mon groupe. Merci beaucoup, Madame Derey. Et je vais donc passer à la présentation de propositions de défis qui, vous allez comprendre pourquoi j'ai été bienveillante. Parce que nous aussi, on a fait simplement sans différenciation de niveau de pouvoir. On propose une campagne structurelle de sensibilisation au sein des écoles pour cette matière du cyberharcèlement via les ateliers EVRAS, la diffusion des films, des affiches. Nous mettons l'accent sur l'importance de communiquer sur le cadre légal du cyberharcèlement. Nous proposons une meilleure mobilisation des réseaux sociaux à destination des jeunes, puisque les réseaux sociaux sont le lieu où, in fine, se passe beaucoup d'actions de cyberharcèlement. Nous proposons des contenus sponsorisés qui coûtent moins cher que la réalisation éventuelle d'ateliers ou qui peuvent venir compléter des ateliers. Nous proposons également des campagnes publicitaires dans l'espace public vis-à-vis d'un plus large public, la diffusion d'informations relatives au cyberharcèlement dans les maisons de santé mentale, dans les infrastructures sportives, dans les écoles de promotion sociale dépendant de la COCOF. Et nous proposons de développer ou de soutenir une application à télécharger. Ça, je pense que CyberHelp est un exemple assez remarquable pour aider les victimes et lutter contre le cyberharcèlement en s'inspirant des expériences existantes ou du passé. Voilà, donc ça c'était pour les propositions faites au nom du groupe Défi. Alors, je ne sais pas si Madame Lefranc souhaite, elle, intervenir. Sinon, je dirais que moi, je vais peut-être vous proposer, ou s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir, sinon, moi, je voudrais vous proposer une méthode de travail qui me semble peut-être un peu difficile à réaliser là, maintenant, dans notre comité, mais qui serait d'avoir une rencontre avec les rapporteurs pour essayer de faire une synthèse des propositions qui sont faites et d'essayer de faire un document de synthèse avec toutes ces propositions qui vous serait soumis alors au prochain comité d'avis le 17 mars. Parce que sinon, je ne vois pas très bien comment on va aujourd'hui oui, je lis en même temps la communication de Madame Vergalito. Aujourd'hui, il me semble difficile de clôturer le rapport
sans adopter un document de recommandation. Et ces documents de recommandation me semblent difficiles à adopter ici, puisque nous avons certaines propositions qui vont se superposer, d'autres qui sont apportées en plus. Il faudrait un document de synthèse sur lequel je propose qu'on puisse travailler de manière un peu informelle pour faire une proposition au prochain comité d'avis qui formellement alors pourrait l'approuver. Voilà, ça c'est ma proposition, enfin la proposition que je peux vous faire aujourd'hui pour la suite de nos travaux. Et je vois que M. Mossim a demandé la parole. Une petite question d'éclaircissement. Qui étaient les rapporteurs et rapporteuses, s'il vous plaît? Monsieur Mossim, on vous entend très mal. Vous ne m'entendez pas bien. Aïe, 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 aïe. Je vais encore changer de casque. J'espère que vous avez une bonne dizaine de casques là. Non, oui, j'en ai 3, donc je vais essayer le dernier. Après, ce sera la... Sa demande, je pense, c'était de savoir qui étaient les rapporteurs initialement. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, et donc, les rapportrices, c'était Madame Agic et Madame Teitelbaum. Donc, oui, moi, en tout cas, je trouve que l'idée de faire un groupe de travail avec des rapporteurs et les services qui feraient un document qui synthétise par bloc, comme a pu le faire Madame Chabert comme rapporteuse, qui devient maintenant la référence dans le domaine. Mais je souhaiterais également proposer une chose, c'est de demander à Madame Lefranc si elle souhaitait également être co-rapporteuse et faire ce travail, parce que je dois reconnaître qu'elle a travaillé en amont, qu'elle a fait des tas de choses et que voilà, c'était une proposition que je faisais au comité pour reconnaître le travail qu'elle avait fait en amont, et si elle accepte et si les autres membres l'acceptent, en tout cas, le groupe Écolo soutient cette idée. Merci, Monsieur Moussim. Est-ce qu'il y a des réactions à la proposition qui est faite? Merci de la proposition de Monsieur Moussine d'être rapporteuse par rapport à ce dossier. Moi, vous savez, je pars du principe que si je dois participer à quelque chose de constructif, je ne dirai jamais non. Je suis là pour une cause et donc si je peux aider, je peux participer. Voilà, merci pour la proposition. Seulement, il y a un petit souci d'ordre. Bon, on n'est pas un groupe reconnu, c'est ça? Vous n'êtes pas membre du comité, donc vous ne pouvez pas être rapporteuse. Maintenant, si les autres membres sont d'accord, c'est ma journée, donc c'est pas grave. Donc, je pense qu'on peut se contacter avec les différents groupes pour essayer que tout le monde se retrouve en tous les cas dans des recommandations qui puissent être faites dans un esprit assez large de consensus. Et donc, moi, je peux m'engager à prendre contact avec chacun des groupes une fois que le travail sera un peu commencé pour être sûr que chacun pourrait voir une fin heureuse à ce qu'on pourrait appeler l'accouchement des recommandations. Si vous êtes d'accord et si vous faites... oui, Madame Chabert. Oui, merci Madame Nagy, enfin Madame la Présidente. Oui, par rapport à cette question des rapportrices, je reconnais tout à fait la qualité et l'implication du travail de Madame Lefranc sur le dossier, mais je pense que nous avons déjà désigné 2 personnes pour le rapport qui me semblent tout à fait compétentes et je compte sur elles. Donc, voilà, parce que j'ai une petite expérience, comme l'a rappelé Monsieur Moussine. Voilà, je pense que nos 2 rapportrices feront le travail de la manière la plus positive possible. Et donc, je souhaiterais, à titre personnel, qu'elles soient désignées, enfin maintenues à leur fonction de rapportrice. Voilà. Oui, je proposais aussi de faire avec la présidence du comité. Hein. Ça, c'est un travail présidence, rapportrice et service du Parlement. Donc, si vous êtes d'accord avec cette proposition, ça me paraît
Et à ce moment-là, effectivement, on pourra faire un peu le tour des différents groupes politiques pour arriver le 17 avec une proposition, je l'espère, qui pourra faire vraiment honneur à nos auditions, aux personnes qui sont venues, au travail qui a été réalisé. Donc voilà, j'espère que cette proposition peut agréer tout le monde. Et si c'est le cas, parce que j'espère que je rate personne, voilà, mais notre prochaine réunion aurait lieu le 17 mars et on devrait également entendre l'audition de Madame Vergalito. Pouvez-vous me le rappeler parce que c'est... Oui, donc en fait, le 17 mars, nous avons trouvé un accord avec Madame Françoise Brier, qui est membre du Grévio, pour qu'il nous présente le rapport de référence sur la Belgique en matière de violence. Voilà. Donc, nous aurons 2 points à l'ordre du jour, l'approbation du rapport avec des recommandations et du rapport et l'audition. Eh bien, vous serez donc convoqués dans les semaines qui viennent pour cette prochaine réunion. Je vous remercie toutes et tous, comment on dit, toutes et Monsieur Mossim, pour la collaboration et le travail, et j'espère que dans les semaines qui viendront, on pourra vraiment retrouver un esprit de travail en commun et d'honneur aux auditions et faire des belles recommandations. Je vous remercie et vous souhaite une belle fin d'après-midi. Au revoir.